Il y a un endroit dans l'univers où le temps s'arrête, pas ralenti, s'arrête, complètement. Un endroit où une seconde dure l'éternité, où la lumière elle-même, la chose la plus rapide qui existe, la chose qui traverse 300 000 km en un battement de cœur, reste coincée, piégée, incapable de s'échapper. Tournant en rond, pour toujours, à la surface d'une prison invisible. Cet endroit existe. Il n'est pas théorique, il n'est pas spéculatif. On l'a photographié. On a mesuré sa masse. On a observé ses effets sur les étoiles qui l'entourent. Il y en a un au centre de notre propre galaxie, à 26 000 années-lumière d'ici. Une masse de 4 millions de soleils comprimés dans un volume plus petit que l'orbite de Mercure. Il est là depuis avant la formation de la Terre. Il sera là longtemps après la disparition du Soleil. On l'appelle un trou noir. Et ce soir, je vais te montrer pourquoi c'est l'objet le plus étrange, le plus terrifiant et le plus révélateur que l'univers ait jamais produit. Pas parce qu'il détruit. Parce que ce qu'il fait à l'espace, au temps et à l'information remet en question tout ce que tu crois savoir sur la nature de la réalité. Installe-toi, prépare-toi. Parce qu'à la fin de ce voyage, le mot réalité ne sonnera plus tout à fait de la même manière. L'histoire commence bien avant Einstein, bien avant la relativité, bien avant que quiconque ait jamais entendu le mot trou noir. L'histoire commence en France, à Paris, en 1796, dans le bureau d'un homme que beaucoup considèrent comme le plus grand mathématicien de son époque, Pierre-Simon de Laplace, marquis de Laplace. L'homme qui a écrit la mécanique céleste, le traité qui a fait pour la gravité newtonienne ce que Newton lui-même n'avait pas eu le temps de finir. Laplace a pris les équations de Newton et les a poussées jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes. Il a calculé les orbites des planètes avec une précision que personne avant lui n'avait atteinte. Il a montré que le système solaire était stable sur de longues périodes. Il a développé les mathématiques de la probabilité. Et dans un passage de son exposition du système du monde, publié en 1796, il a écrit quelque chose d'extraordinaire. Laplace a posé une question simple. Si un corps céleste était suffisamment massif et suffisamment compact, sa gravité de surface serait-elle assez forte pour empêcher la lumière de s'en échapper? Il a fait le calcul. Le calcul était élémentaire, utilisant la physique newtonienne et la notion de vitesse de libération. Si tu lances une balle vers le haut, elle retombe. Si tu la lances assez fort, elle dépasse la gravité terrestre et s'échappe. La vitesse minimale pour s'échapper s'appelle la vitesse de libération. Pour la Terre, c'est environ 11 km par seconde. Pour le Soleil, c'est environ 617 km par seconde. Laplace a demandé « Que se passe-t-il si la vitesse de libération dépasse la vitesse de la lumière ?» Sa réponse était limpide. La lumière ne pourrait pas s'échapper, l'objet serait invisible. Un corps sombre. Il a écrit, et ce sont ces mots, « Un astre lumineux de même densité que la Terre et dont le diamètre serait 250 fois plus grand que celui du Soleil ne laisserait, en vertu de son attraction, parvenir aucun de ses rayons jusqu'à nous. Il est donc possible que les plus grands corps lumineux de l'univers soient par cette cause invisibles. » Relis cette phrase lentement, invisible par excès de gravité. Un objet si lourd que sa propre lumière ne peut pas s'en aller. Écrit en 1796, par un Français, dans un bureau parisien. Plus d'un siècle avant qu'Einstein ne publie la relativité générale. Plus de 2 siècles avant qu'on photographie un trou noir. Laplace n'avait pas tout compris. Sa physique était newtonienne, pas relativiste. Son calcul donnait le bon résultat pour de mauvaises raisons, comme cela arrive parfois en physique quand une intuition profonde devance les outils mathématiques. Mais l'intuition était là. L'idée qu'un objet pouvait être si dense que la lumière elle-même y restait piégée, cette idée est née à Paris, dans l'esprit d'un mathématicien français. Et cette idée attendrait plus d'un siècle avant que quelqu'un trouve les équations capables de la formaliser correctement. En 1915, Albert Einstein publia la théorie de la relativité générale. La théorie disait quelque chose de radical sur la nature de l'espace et du temps. L'espace n'est pas un décor passif sur lequel les événements se déroulent. L'espace a une structure. L'espace peut se courber. L'espace peut se déformer sous l'effet de la masse et de l'énergie. Et c'est cette déformation, cette courbure, qui produit ce que nous appelons la gravité. La Terre ne tombe pas vers le Soleil parce qu'une force invisible la tire à travers un vide. La Terre suit le chemin le plus droit possible dans un espace-temps que la masse du Soleil a courbé. La gravité n'est pas une force. La gravité est de la géométrie. Et ici, avant d'aller plus loin, il faut rendre à la France ce qui lui revient une seconde fois. Car le tissu mathématique dans lequel Einstein a coulé sa relativité générale, la géométrie des espaces courbés, avait été développé un demi-siècle plus tôt. Bernhard Riemann, un Allemand, avait posé les fondations en 1854. Mais c'est un Français qui donna à la relativité générale certains de ses outils les plus puissants. Élie Cartan, né à Dolomieu, en Isère, fils d'un forgeron, repéré par un inspecteur d'académie qui convainquit ses parents de l'envoyer au lycée. Cartan développa les formes différentielles, les connexions qui portent son nom, les outils géométriques sans lesquels les équations d'Einstein seraient restées inertes. Sans les briques de Cartan, la cathédrale d'Einstein n'aurait pas de mur. Les équations d'Einstein sont 10 équations liées, appelées les équations de champ. Elles relient la géométrie de l'espace-temps à la distribution de masse et d'énergie qu'il contient. Résoudre ces équations pour une configuration donnée de matière te dit comment l'espace-temps se courbe autour de cette matière.
Et donc, comment les objets se déplacent à travers cet espace-temps courbé. Quelques mois après la publication d'Einstein, un astrophysicien allemand nommé Karl Schwarzschild résolut les équations exactement pour le cas le plus simple possible. Une masse ponctuelle, parfaitement sphérique, sans rotation, sans charge électrique, entourée de vide. Schwarzschild fit ce calcul depuis le front de l'Est de la Première Guerre mondiale. Il envoya la solution à Einstein par courrier. Einstein la présenta à l'Académie des sciences de Prusse en janvier 1916. La solution de Schwarzschild était élégante. Elle décrivait comment l'espace-temps se courbe autour d'une masse sphérique. Pour des masses ordinaires, comme le Soleil ou la Terre, la solution donnait des résultats qui correspondaient magnifiquement aux observations. La trajectoire de Mercure, la déviation de la lumière des étoiles par le Soleil, tout collait. Mais la solution avait une particularité. À une certaine distance du centre de la masse, une distance qui dépendait uniquement de la quantité de masse, les équations faisaient quelque chose d'étrange. La courbure de l'espace-temps devenait si extrême qu'un terme dans les équations plongeait vers l'infini. Schwarzschild avait trouvé un point de rupture. Une frontière au-delà de laquelle la géométrie de l'espace-temps se comportait d'une manière que personne ne savait interpréter. Cette distance s'appelle le rayon de Schwarzschild. Pour le Soleil, le rayon de Schwarzschild est d'environ 3 km. Pour la Terre, il est d'environ 9 mm. Cela signifie que si tu pouvais comprimer toute la masse du Soleil dans une sphère de 3 km de rayon, ou toute la masse de la Terre dans une sphère de 9 mm de rayon, l'espace-temps autour de cette se déformerait d'une manière qui crée ce que nous appelons maintenant un horizon des événements. Schwarzschild mourut quelques mois après avoir envoyé sa solution à Einstein. Il avait 42 ans. Il ne sut jamais ce que sa solution produirait. Pendant des décennies, la plupart des physiciens pensèrent que le rayon de Schwarzschild était une curiosité mathématique. Un artefact des équations qui n'avait pas de contrepartie physique. Personne ne croyait qu'un objet réel dans la nature pourrait atteindre une telle densité. Le Soleil fait 1 400 000 km de diamètre. L'idée de le comprimer en une sphère de 6 km semblait absurde. Einstein lui-même n'y croyait pas. Il publia un article en 1939 dans lequel il arguait que la formation d'un tel objet était physiquement impossible. Il avait tort. La nature avait des idées qu'Einstein n'avait pas envisagées. Pour comprendre comment un trou noir se forme, il faut comprendre la mort d'une étoile. Et pour comprendre la mort d'une étoile, il faut comprendre sa vie. Une étoile est, au fond, une guerre permanente entre deux forces. La gravité, qui tire chaque atome de l'étoile vers le centre, essayant de tout comprimer en un point. Et la pression de radiation, l'énergie produite par la fusion nucléaire dans le cœur de l'étoile, qui pousse vers l'extérieur, résistant à l'effondrement. Pendant la plus grande partie de la vie d'une étoile, ces deux forces sont en équilibre. La gravité tire vers l'intérieur, la fusion pousse vers l'extérieur. L'étoile brille, stable, pendant des millions ou des milliards d'années. Notre Soleil fait ça depuis environ 4,5 milliards d'années. Il continuera pendant environ 5 milliards de plus. Mais le combustible est limité. L'étoile fusionne l'hydrogène en hélium dans son cœur. Quand l'hydrogène du cœur est épuisé, le cœur se contracte sous la gravité, et les températures montent suffisamment pour commencer à fusionner l'hélium en carbone et en oxygène. Puis, le carbone en néon, puis l'oxygène en silicium, puis le silicium en fer, et c'est là que tout s'arrête. Le fer est le terminus de la fusion nucléaire. Fusionner le fer ne libère pas d'énergie, ça en consomme. Quand le cœur d'une étoile massive se remplit de fer, la fusion s'éteint, la pression de radiation disparaît, et la gravité, qui a attendu patiemment pendant des millions d'années, gagne enfin. Ce qui se passe ensuite dure moins d'une seconde. Le cœur de fer, privé du soutien de la pression de radiation, s'effondre sur lui-même. La vitesse de l'effondrement est effroyable. La matière tombe vers le centre à une fraction significative de la vitesse de la lumière. En moins d'une seconde, le cœur d'une étoile massive, un objet de la taille de la Terre, se comprime en un objet de la taille d'une ville. 20 km de diamètre. La densité est si extrême qu'une cuillère à café de cette matière pèserait 1 milliard de tonnes. Ce qui arrive ensuite dépend de la masse de l'étoile. Si l'étoile originale avait entre 8 et environ 25 fois la masse du Soleil, l'effondrement s'arrête. Les neutrons dans le cœur résistent à une compression supplémentaire par un effet quantique, le principe d'exclusion de Pauli, qui empêche deux neutrons d'occuper exactement le même état quantique au même endroit. Le cœur rebondit. L'onde de choc produite par le rebond remonte à travers les couches extérieures de l'étoile et les expulse dans l'espace à des milliers de kilomètres par seconde. C'est une supernova, l'une des explosions les plus violentes de l'univers. Ce qui reste est une étoile à neutrons, un cadavre stellaire dense, compact, mais stable. Mais si l'étoile originale avait plus de 25 fois la masse du Soleil, même les neutrons ne peuvent pas résister. Le principe d'exclusion de Pauli, cette digue quantique, ne suffit pas. La gravité est trop forte, l'effondrement continue. Rien ne l'arrête, la matière tombe et tombe et tombe. Le cœur traverse le rayon de Schwarzschild. Un horizon des événements se forme, et tout ce qui était autrefois un cœur stellaire disparaît derrière ce voile. Pour toujours. Un trou noir est né. L'expression trou noir n'a été inventée qu'en 1967 par le physicien américain John Archibald Wheeler.
Avant ça, les physiciens utilisaient des termes comme étoile gelée ou singularité de Schwarzschild. Wheeler, qui avait un talent extraordinaire pour les noms, choisit trou noir parce que l'objet avalait tout, y compris la lumière, et ne laissait rien sortir. Le nom est resté. Il est peut-être le terme scientifique le plus évocateur jamais inventé. Mais le nom est aussi trompeur. Un trou noir n'est pas un trou. Il n'est pas noir au sens où il serait fait d'obscurité. Un trou noir est un objet. Un objet avec une masse, une charge électrique et un moment angulaire. 3 propriétés, rien d'autre. Le théorème de calvitie, formulé dans les années 70 par Werner Israel, Brandon Carter et Stephen Hawking, dit qu'un trou noir est entièrement décrit par ces 3 nombres. Rien d'autre ne peut être mesuré de l'extérieur. Toute l'information sur ce qui est tombé dedans, la composition chimique de l'étoile, sa température, sa structure, les photons qui l'ont traversée, les neutrinos qu'elle a émis, tout ça a disparu derrière l'horizon des événements. Le trou noir a effacé l'identité de son contenu. Il ne reste que la masse, la charge et le spin. Et ici, il faut parler de Brandon Carter, né en Australie, mais ayant fait la plus grande partie de sa carrière en France, à l'Observatoire de Paris-Meudon, puis au Laboratoire Univers et Théorie de Paris. Carter est l'un des physiciens qui ont établi les résultats fondamentaux sur la structure des trous noirs. Ses travaux sur les trous noirs en rotation, la géométrie de Kerr et le principe anthropique sont parmi les contributions les plus profondes à la physique des trous noirs du XXe siècle. Et il a fait ce travail depuis un bureau dans la banlieue de Paris. L'horizon des événements est la frontière du trou noir. Et c'est la chose la plus étrange de toute la physique. L'horizon des événements n'est pas une surface physique, ce n'est pas un mur, ce n'est pas une membrane. Si tu tombais à travers l'horizon des événements d'un trou noir suffisamment grand, tu ne sentirais rien au moment du passage. Pas de choc, pas de résistance, pas de signe que tu viens de franchir un point de non-retour. L'espace autour de toi semblerait normal. Le temps semblerait couler normalement. Tu pourrais regarder en arrière et voir les étoiles derrière toi. Tu pourrais regarder en avant et voir l'intérieur du trou noir. Mais tu ne pourrais pas repartir. L'horizon des événements n'est pas une barrière spatiale, c'est une barrière temporelle. Une fois que tu l'as franchie, toutes les directions de l'espace pointent vers la singularité au centre, pas seulement vers le bas. Toutes les directions. Se déplacer vers la gauche te rapproche de la singularité. Se déplacer vers la droite te rapproche de la singularité. Se déplacer vers le haut te rapproche de la singularité. Même rester immobile te rapproche de la singularité parce que le temps lui-même est courbé vers l'intérieur. Après l'horizon des événements, le futur est la singularité. Le seul futur possible. Il n'y a pas d'autre direction temporelle que vers le centre. C'est ce que signifie la courbure de l'espace-temps poussée à son extrême. La masse du trou noir a tellement déformé l'espace-temps que l'espace et le temps ont échangé leur rôle. En dehors de l'horizon, tu peux te déplacer librement dans l'espace, mais tu es forcé d'avancer dans le temps. En dedans, tu peux te déplacer librement dans le temps, mais tu es forcé d'avancer vers la singularité. La singularité n'est pas un lieu dans l'espace. C'est un moment dans le temps. C'est le futur de tout ce qui est tombé à l'intérieur. Et voici le détail qui rend ça encore plus vertigineux. Un observateur extérieur, quelqu'un qui regarde depuis une distance sûre, ne te verrait jamais franchir l'horizon des événements. Littéralement jamais. Pendant que tu tombes, la lumière que tu émets est de plus en plus décalée vers le rouge par la gravité. Tes signaux s'étirent. Tes photons perdent de l'énergie. Depuis l'extérieur, tu sembles ralentir à mesure que tu approches de l'horizon. Tu deviens de plus en plus rouge, de plus en plus sombre, de plus en plus lent. Et finalement, tu gèles. Une image fantôme de toi, coincée à la surface de l'horizon, s'assombrissant jusqu'à devenir invisible, mais ne franchissant techniquement jamais la frontière. De ton point de vue, tu tombes à travers l'horizon en un temps fini, en quelques secondes ou quelques heures, selon la taille du trou noir. Mais depuis l'extérieur, ce moment ne viendra jamais. Le temps est dilaté à l'infini à la surface de l'horizon. Une seconde pour toi dure l'éternité pour un observateur distant. Le trou noir est un endroit où le temps s'arrête, pas une métaphore, une mesure, un calcul. Un résultat direct des équations d'Einstein, confirmé par chaque observation et chaque simulation jamais réalisée. Maintenant, approchons-nous davantage. Voyons ce qui se passe quand un objet réel, un astronaute, une sonde, un morceau de roche, tombe vers un trou noir. La première chose qui se produit est la force de marée. La gravité d'un trou noir n'est pas uniforme. Elle est plus forte du côté de ton corps le plus proche du trou noir et plus faible du côté le plus éloigné. Cette différence crée un étirement. Tes pieds, si tu tombes les pieds en premier, sont tirés plus fort que ta tête. La différence est faible loin du trou noir, mais à mesure que tu t'approches, elle augmente, rapidement, violemment. Pour un trou noir de masse stellaire, un trou noir de quelques dizaines de masses solaires, les forces de marée deviennent catastrophiques bien avant l'horizon. Ton corps serait étiré verticalement et comprimé horizontalement. Les physiciens appellent ça la spaghettification. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une description littérale. Le trou noir t'étire en un fil mince et long comme une nouille de spaghetti, et ce fil continue à s'allonger et à s'amincir jusqu'à ce que les forces dépassent la résistance de tes liaisons chimiques. Tes molécules se séparent, tes atomes se séparent, et les restes de ce qui était autrefois un corps humain tombent vers la singularité sous forme de flux de particules individuelles.
Pour un trou noir supermassif, comme celui au centre de notre galaxie, la situation est différente. L'horizon des événements est si loin du centre que les forces de marée à la surface de l'horizon sont relativement faibles. Un astronaute pourrait franchir l'horizon d'un trou noir supermassif sans être spaghettifié. Il se sentirait bien, pendant un moment. Puis les forces de marée augmenteraient et la fin serait la même, retardée mais identique. Au centre du trou noir, selon les équations d'Einstein, se trouve la singularité, un point de densité infinie, un endroit où la courbure de l'espace-temps devient infinie, un endroit où les équations de la physique, les mêmes équations qui ont si magnifiquement décrit tout le reste, cessent de fonctionner. Elles donnent des infinis, des résultats sans signification physique. La relativité générale, la théorie qui a prédit l'existence des trous noirs, s'effondre au cœur même de sa propre prédiction. C'est l'un des faits les plus troublants de la physique moderne. La théorie qui a créé l'objet ne peut pas décrire l'intérieur de l'objet. Les équations dessinent une frontière, l'horizon des événements, et derrière cette frontière, elle se brise. Ce n'est pas un échec pratique, ce n'est pas une question de meilleurs calculs ou de meilleurs ordinateurs. C'est un échec conceptuel. La relativité générale est une théorie classique. Elle ne prend pas en compte les effets quantiques, et à la singularité, les effets quantiques deviennent dominants. La gravité, l'espace-temps, la matière, tout est comprimé à l'échelle de Planck, l'échelle où la mécanique quantique et la relativité générale entrent en conflit direct, et personne n'a encore trouvé la théorie qui les réconcilie. Pour résoudre la singularité, il faudrait une théorie de la gravité quantique. Une théorie qui unifierait la relativité générale et la mécanique quantique en un seul cadre cohérent. Cette théorie n'existe pas encore. C'est le problème central de la physique théorique depuis un siècle. Et les trous noirs sont les laboratoires naturels où ce problème est le plus urgent. Parce que c'est là que les deux théories se rencontrent, se confrontent et s'effondrent. En 1963, un mathématicien néo-zélandais nommé Roy Kerr trouva la solution qui changea la compréhension des trous noirs pour toujours. Kerr résolut les équations d'Einstein pour le cas d'un trou noir en rotation. Et la plupart des trous noirs tournent, parce que les étoiles dont ils proviennent tournaient. Et quand une étoile s'effondre, sa rotation s'accélère, de la même manière qu'une patineuse accélère quand elle ramène les bras vers son corps. La solution de Kerr est plus complexe que celle de Schwarzschild. La géométrie autour d'un trou noir en rotation n'est pas sphérique. Elle est aplatie au pôle et étendue à l'équateur. Et elle contient une région extraordinaire appelée l'ergosphère. Une zone entre l'horizon des événements et une limite extérieure où l'espace-temps lui-même est entraîné dans la rotation du trou noir. Pas les objets dans l'espace-temps, l'espace-temps lui-même. Si tu te trouvais dans l'ergosphère, tu serais emporté par la rotation de l'espace, même si tes moteurs fonctionnaient à pleine puissance dans la direction opposée. Tu serais comme un nageur essayant de nager contre un courant qui se déplace plus vite que ta vitesse maximale. Mais l'ergosphère a une propriété stupéfiante. Tu peux y entrer et en ressortir. Tu n'es pas encore à l'intérieur de l'horizon des événements. Et en sortant, tu peux emporter de l'énergie. Le trou noir en rotation stocke de l'énergie dans la rotation même de l'espace-temps. Et cette énergie peut être extraite. Roger Penrose, le mathématicien d'Oxford qui partagerait le prix Nobel de physique en 2020, décrivit le mécanisme en 1969. On l'appelle le processus de Penrose. L'idée est d'envoyer un objet dans l'ergosphère de telle manière qu'une partie tombe dans le trou noir et l'autre en ressort avec plus d'énergie qu'elle n'en avait en entrant. L'énergie supplémentaire vient de la rotation du trou noir. Le trou noir ralentit un petit peu, l'objet ressort plus vite. Le processus de Penrose est théorique. Personne n'a extrait d'énergie d'un trou noir. Mais le calcul est solide, et l'idée qu'un trou noir n'est pas juste un destructeur, mais aussi une source d'énergie potentielle est l'une des surprises les plus contre-intuitives de la physique des trous noirs. Et c'est la contribution de Penrose à la compréhension des trous noirs qui a mérité le Nobel en 2020. Pas pour le processus d'extraction d'énergie, pour quelque chose de plus fondamental. Penrose, dans un article de 1965, prouva mathématiquement que la formation d'une singularité est inévitable dans l'effondrement gravitationnel. Pas probable, inévitable. Si suffisamment de masse est comprimée dans un volume suffisamment petit. Les équations d'Einstein garantissent qu'une singularité se formera. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de rebond possible, pas de processus physique connu qui puisse arrêter l'effondrement. La singularité est une conséquence nécessaire de la relativité générale. Le théorème de Penrose mit fin à des décennies de doutes. Beaucoup de physiciens, Einstein inclus, avaient espéré que les singularités étaient des artefacts de la symétrie parfaite de la solution de Schwarzschild. Peut-être qu'un effondrement réaliste, légèrement asymétrique, légèrement désordonné, éviterait la singularité. Penrose montra que non. La symétrie n'avait rien à voir. La singularité est inévitable. La moitié de l'article de 1965 fait moins de 2 pages. Il contient un théorème, une preuve et une conclusion. C'est l'un des articles les plus importants de la physique du XXe siècle. Et il a fallu 55 ans pour qu'il reçoive un Nobel. Mais les trous noirs ont un problème. Un problème que Stephen Hawking a découvert en 1974 et qui hante la physique depuis 50 ans. Hawking était un jeune théoricien à Cambridge. Il avait déjà fait des contributions importantes à la cosmologie,
travaillant avec Penrose sur les théorèmes de singularité dans l'univers primitif. Puis il se tourna vers les trous noirs. Et il posa une question que personne n'avait posée avant. Que se passe-t-il quand tu appliques la mécanique quantique à la surface de l'horizon des événements? La mécanique quantique dit que le vide n'est pas vide. L'espace apparemment vide est en fait un bouillonnement de particules virtuelles, des paires de particules et d'antiparticules qui apparaissent spontanément, existent pendant un instant infinitésimal et s'annihilent mutuellement. Ce processus se produit partout dans l'univers, tout le temps. C'est un effet bien compris de la théorie quantique des champs. Hawking montra que quelque chose d'extraordinaire se produit quand ces fluctuations du vide ont lieu exactement à la surface de l'horizon des événements. Il est possible qu'une particule de la paire tombe à l'intérieur du trou noir tandis que l'autre s'échappe. La particule qui s'échappe emporte de l'énergie. Le trou noir perd de la masse. Le trou noir rétrécit. C'est la radiation de Hawking. Un trou noir rayonne. Lentement, imperceptiblement, sur des échelles de temps qui défient l'imagination. Mais il rayonne. Et s'il rayonne, il perd de la masse. Et s'il perd de la masse, il rétrécit. Et s'il rétrécit, il finira par disparaître. Un trou noir de masse stellaire mettrait environ 10 puissance 67 ans à s'évaporer par radiation de Hawking. C'est un nombre si grand qu'il n'a pas de signification intuitive. L'âge actuel de l'univers est d'environ 10 puissance 10 ans. L'évaporation d'un trou noir stellaire prendrait un temps incomparablement plus long que l'âge actuel du cosmos. Les trous noirs supermassifs prendraient encore plus longtemps. Celui au centre de notre galaxie mettrait environ 10 puissance 87 ans. Le plus grand trou noir connu mettrait environ 10 puissance 100 ans. Mais le temps ne manque pas. L'univers a tout le temps devant lui. Et dans un futur si lointain que le mot futur perd presque son sens, chaque trou noir de l'univers aura disparu, évaporé en radiation, retourné à l'espace sous forme de photons de plus en plus froids. La radiation de Hawking créa un paradoxe qui a consumé la physique théorique pendant un demi-siècle et qui n'est toujours pas résolu. Le paradoxe de l'information. Voici le problème. La mécanique quantique est unitaire. Cela signifie que l'information est toujours conservée. Chaque état du système peut être calculé à partir de n'importe quel autre état, en avant ou en arrière dans le temps. L'information ne peut pas être créée ni détruite. Elle peut être brouillée, dispersée, réarrangée, mais elle ne peut pas disparaître. Un trou noir semble violer cette règle. Tu jettes un livre dans un trou noir. Le livre disparaît derrière l'horizon des événements. Le théorème de Calvici dit que le trou noir ne garde aucune trace de ce qu'il a avalé. Puis le trou noir s'évapore. La radiation de Hawking est thermique, ce qui signifie qu'elle ne porte aucune information sur le contenu du trou noir. Quand le trou noir a complètement disparu, l'information contenue dans le livre a disparu avec lui. Purement et simplement. Si l'information a vraiment disparu, la mécanique quantique est fausse. Si la mécanique quantique est correcte, l'information n'a pas pu disparaître. L'un ou l'autre doit céder. Et les deux sont parmi les théories les plus solides, les plus testées et les plus confirmées de l'histoire de la physique. Hawking, dans un premier temps, paria que l'information était réellement perdue. Il publia cette position en 1976. La mécanique quantique, argumenta-t-il, devait être modifiée en présence de la gravité forte. L'unitarité n'était pas absolue. Presque tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Leonard Susskind, un physicien de Stanford, et Gerard 't Hooft, un physicien néerlandais, arguèrent que l'information devait être préservée. Que quelque chose dans notre compréhension des trous noirs était incomplet, que l'information ne disparaissait pas, elle était encodée quelque part. La question était où? La réponse vint d'un endroit inattendu. Elle vint de la thermodynamique des trous noirs. Elle vint d'un jeune doctorant israélien qui avait fait une découverte que personne, au début, ne prit au sérieux. En 1972, Jacob Bekenstein, un étudiant de John Archibald Wheeler à Princeton, proposa que les trous noirs ont de l'entropie. L'entropie est, en termes simples, une mesure du nombre de configurations internes possibles d'un système qui sont compatibles avec son apparence extérieure. Un bureau bien rangé a peu d'entropie. Un bureau en désordre en a beaucoup. L'entropie mesure combien tu ne sais pas sur l'intérieur quand tu ne vois que l'extérieur. Bekenstein montra que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire de son horizon des événements. Pas au volume, à l'aire. C'est bizarre. Pour tout objet normal, l'entropie croît avec le volume. Plus de volume, plus de configurations possibles, plus d'informations cachées. Pour un trou noir, l'entropie est sur la surface. Hawking, initialement sceptique, finit par confirmer et préciser le calcul de Bekenstein. La formule, connue sous le nom de formule de Bekenstein-Hawking, donne l'entropie d'un trou noir en termes de l'aire de son horizon divisée par 4 fois la longueur de Planck au carré. C'est l'une des formules les plus profondes de la physique. Elle relie la gravité, la thermodynamique et la mécanique quantique en une seule équation. Et cette formule contient un indice crucial. Si l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire de sa surface et non à son volume, alors l'information contenue dans un trou noir est sur la surface, pas à l'intérieur. Toute l'information sur le contenu tridimensionnel d'un trou noir est encodée sur sa frontière bidimensionnelle. C'est l'origine du principe holographique. L'idée, proposée par 't Hooft en 1993 et développée par Susskind, que toute l'information dans une région tridimensionnelle de l'espace
peut être entièrement décrite par l'information sur la surface bidimensionnelle qui l'entoure, comme un hologramme. Un objet plat qui contient toute l'information nécessaire pour reconstruire une image tridimensionnelle. Le principe holographique n'est pas une spéculation. Il est soutenu par un résultat mathématique extraordinaire. En 1997, Juan Maldacena, un physicien argentin travaillant alors à Harvard, prouva que dans un certain type d'espace-temps, une théorie complète de la gravité quantique dans le volume est exactement équivalente à une théorie quantique des champs sans gravité sur la surface. Les deux théories contiennent exactement la même information. Tout ce qui peut être décrit dans l'une peut être décrit dans l'autre. Le volume et la surface sont deux langages pour la même réalité. L'article de Maldacena est l'article le plus cité de l'histoire de la physique théorique. Il n'a pas résolu le paradoxe de l'information directement, mais il a montré que l'information peut être encodée de manière holographique. Que la troisième dimension, la profondeur, pourrait ne pas être fondamentale, qu'elle pourrait être une projection d'une réalité de dimension inférieure. Et si c'est vrai pour les trous noirs, ça pourrait être vrai pour l'univers entier. En 2019, le paradoxe de l'information a connu un tournant majeur. Une série d'articles, souvent regroupés sous le nom de calcul de la surface de Page, montra que l'entropie de la radiation de Hawking, calculée correctement en utilisant les outils de la gravité semi-classique, suit la courbe de Page. La courbe de Page est une prédiction faite en 1993 par Don Page, un ancien étudiant de Hawking, qui dit que l'entropie de la radiation devrait d'abord augmenter puis diminuer à mesure que le trou noir s'évapore. Si l'entropie diminue après un certain point, cela signifie que l'information sort du trou noir. Elle est encodée dans les corrélations subtiles de la radiation de Hawking. Les calculs de 2019 confirmèrent la courbe de Page. Ils montrèrent que l'information est préservée. Elle sort du trou noir, lentement, brouillée, encodée dans des corrélations presque impossibles à détecter, mais elle sort. Le trou noir ne détruit pas l'information. Il la cache, la brouille et la libère sous une forme presque méconnaissable. Hawking avait changé d'avis en pointé au four, concédant que l'information était probablement préservée. Il perdit un pari qu'il avait fait avec John Preskill du Caltech. La concession fut gracieuse. Hawking offrit à Preskill une encyclopédie du baseball, en notant que l'information dans le baseball pouvait être récupérée à volonté. Nous existons à l'ère des trous noirs observés. Pas théoriques, observés, photographiés, mesurés. Les preuves indirectes existaient depuis des décennies. Des étoiles en orbite autour de masses invisibles, des jets de matière éjectés à des vitesses proches de la lumière, des rayons X émis par de la matière chauffée à des millions de degrés en tombant dans des puits gravitationnels. Tout ça pointait vers des trous noirs, mais voir c'est croire, et on a vu. Le 10 avril 2019, la collaboration Event Horizon Telescope publia la première image d'un trou noir. L'objet était au centre de la galaxie Messier 87, à 55 millions d'années-lumière de la Terre, 6 milliards et demi de masse solaire, un anneau de lumière orange entourant un cercle d'ombre. L'ombre est la silhouette du trou noir. La lumière est le disque d'accrétion. La matière chauffée à des centaines de milliards de degrés qui spirale autour du trou noir avant d'y tomber. L'image ne montre pas le trou noir lui-même. On ne peut pas voir un trou noir. On voit ce qu'il fait à la lumière autour de lui. L'anneau lumineux est la lumière des photons qui ont été courbés par la gravité du trou noir et envoyés vers nous. Certains de ces photons ont fait plusieurs tours autour du trou noir avant de s'échapper. L'ombre au centre est la région d'où aucune lumière ne s'échappe. C'est la silhouette de l'horizon des événements. Pour prendre cette image, il a fallu transformer la Terre entière en un télescope. L'Event Horizon Telescope n'est pas un seul instrument. C'est un réseau de 8 radiotélescopes répartis sur 4 continents, du pôle sud au Mexique, du Chili à l'Espagne. En combinant les signaux de tous ces télescopes en utilisant une technique appelée interférométrie à très longue base, les astronomes ont créé un télescope virtuel de la taille de la Terre, un télescope capable de voir un objet de la taille d'une pièce de monnaie sur la surface de la Lune. Et ici, la contribution française mérite d'être soulignée. L'Institut de radioastronomie millimétrique, l'IRAM, basé à Grenoble, a joué un rôle central dans la collaboration Event Horizon Telescope. Le télescope de 30 mètres de l'IRAM, situé sur le Pico Veleta dans la Sierra Nevada espagnole, et l'interféromètre NOEMA, situé sur le plateau de Bure dans les Alpes françaises, ont fourni des données critiques pour la reconstruction de l'image. Sans les instruments français, la résolution n'aurait pas suffi. En 2022, la collaboration publia une seconde image. Cette fois du trou noir supermassif au centre de notre propre galaxie. Sagittarius A étoile, 4 millions de masses solaires, 26 000 années-lumière de distance. L'objet autour duquel toute la Voie lactée tourne. Tu tournes autour de lui en ce moment même, à une vitesse d'environ 220 km par seconde, entraînée par la rotation de la galaxie. L'image de Sagittarius A étoile était plus difficile à obtenir que celle de M87 étoile. Non pas parce qu'il est plus petit, même s'il l'est, mais parce que la matière autour de lui change plus vite. M87 étoile est si massif que la matière met des jours à compléter un tour. Sagittarius A étoile est beaucoup plus petit et la matière autour de lui change en quelques minutes. Prendre une image d'un objet qui change pendant que tu le photographies, c'est comme essayer de photographier un chat qui court dans le noir.
Il faut des techniques spéciales, des algorithmes avancés et des années de travail. Reinhard Genzel, un astrophysicien allemand du Max Planck Institut für extraterrestrische Physik à Garching, près de Munich, partagea le prix Nobel de physique 2020 avec Penrose et Andrea Ghez pour ses travaux sur Sagittarius A étoile. Pendant 3 décennies, Genzel suivit les orbites des étoiles autour du centre galactique avec des télescopes infrarouges au Chili. Il montra que les étoiles les plus proches orbitaient un objet invisible à des vitesses de milliers de kilomètres par seconde. La seule explication compatible avec les données était un trou noir supermassif. L'une de ces étoiles, S2, complète une orbite autour de Sagittarius A étoile en environ 16 ans. Au point le plus proche de son orbite, elle passe à environ 120 unités astronomiques du trou noir, à une vitesse d'environ 8000 km par seconde, 3% de la vitesse de la lumière. Et quand Genzel et son équipe mesurèrent la lumière de S2 à son approche la plus proche, ils virent exactement ce qu'Einstein avait prédit. La lumière de S2 était décalée vers le rouge par la gravité du trou noir. La relativité générale, testée à quelques rayons de Schwarzschild d'un trou noir supermassif, fonctionnait parfaitement. Mais les trous noirs ne sont pas des objets isolés flottant dans le vide. Ils sont des moteurs. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies sont parmi les objets les plus énergétiques de l'univers. Quand de la matière tombe vers un trou noir, elle ne tombe pas directement dedans. Elle spirale. Elle forme un disque d'accrétion, de la matière en rotation rapide qui se réchauffe par friction interne à des centaines de millions de degrés. Cette matière brûlante émet des rayons X, de la lumière ultraviolette et parfois des jets de matière éjectés à des vitesses proches de la lumière depuis les pôles du trou noir. Ces jets peuvent s'étendre sur des milliers d'années-lumière. Dans le cas de M87 étoile, le jet est visible sur les images optiques. Un faisceau de matière et d'énergie, propulsé depuis les pôles du trou noir, traversant l'espace intergalactique à des vitesses relativistes. L'énergie contenue dans ces jets dépasse l'énergie totale de certaines galaxies entières. Les trous noirs supermassifs sont si puissants qu'ils influencent la formation et l'évolution de la galaxie entière qui les entoure. Il y a une corrélation observée entre la masse du trou noir central d'une galaxie et la masse totale de son bulbe stellaire. Les deux semblent croître ensemble, coévoluer, se réguler mutuellement sur des milliards d'années. Le trou noir au centre de ta galaxie a contribué à déterminer la forme de la galaxie dans laquelle tu vis. Sans lui, la Voie lactée aurait une structure différente. Et toi, par extension, tu n'existerais peut-être pas sous cette forme. Il y a un type de trou noir dont l'existence est encore débattue. Les trous noirs primordiaux, pas formés par l'effondrement d'étoiles. Formés dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, quand l'univers était si dense que de petites fluctuations de densité pouvaient s'effondrer directement en trous noirs. Si ces trous noirs primordiaux existent, ils pourraient avoir n'importe quelle masse. Certains pourraient être microscopiques, certains pourraient être supermassifs, et certains théoriciens ont proposé que les trous noirs primordiaux pourraient constituer une partie ou la totalité de la matière noire, cette masse invisible qui représente environ 27% du contenu énergétique de l'univers et dont la nature reste inconnue. L'idée est séduisante. La matière noire est un problème. On sait qu'elle existe parce que les galaxies tournent trop vite pour être tenues ensemble par leur matière visible seule. On sait qu'elle ne rayonne pas de lumière. On sait qu'elle interagit gravitationnellement. Mais on ne sait pas ce qu'elle est. Si c'était des trous noirs primordiaux, le problème serait résolu sans avoir besoin de nouvelles particules. Malheureusement, les contraintes observationnelles sont sévères. Des recherches de microlentilles gravitationnelles, d'effets sur le fond diffus cosmologique et d'autres méthodes ont exclu les trous noirs primordiaux comme explication de la totalité de la matière noire pour la plupart des gammes de masse. Mais des fenêtres restent ouvertes. Certaines gammes de masse n'ont pas encore été testées avec suffisamment de précision. Et le débat continue. En 2016, un événement se produisit qui changea tout. Le détecteur LIGO, aux États-Unis, détecta des ondes gravitationnelles pour la première fois. Les ondes gravitationnelles avaient été prédites par Einstein en 1916, un an après la publication de la relativité générale. Des ondulations dans le tissu de l'espace-temps, produites par l'accélération de masse, se propageant à la vitesse de la lumière. Einstein doutait qu'elles seraient jamais détectées. L'effet est si faible qu'il faut des instruments d'une précision presque inconcevable pour le mesurer. Et ici, le détecteur européen mérite une mention. Virgo, situé près de Pise, en Italie. Financé par le CNRS en France et l'INFN en Italie. Virgo a rejoint LIGO dans la détection d'ondes gravitationnelles à partir de 2017. La contribution française à Virgo est substantielle. Des équipes du laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay, du laboratoire d'Annecy de physique des particules et de plusieurs autres laboratoires du CNRS ont contribué au miroir, au système de suspension et à l'analyse des données. Sans la France, Virgo n'existerait pas sous sa forme actuelle. Le premier signal, JW en 50914, provenait de la fusion de deux trous noirs, l'un de 36 masses solaires, l'autre de 29, spiralant l'un vers l'autre, accélérant, se rapprochant, jusqu'à la fusion finale. Le trou noir résultant avait une masse de 62 masses solaires. Les 3 masses solaires manquantes avaient été converties en énergie gravitationnelle. En un dixième de seconde,
La fusion avait libéré plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers observables combinées, sous forme d'ondes gravitationnelles. Le signal avait voyagé pendant 1,3 milliard d'années avant d'atteindre les détecteurs LIGO. Il avait été émis quand la vie multicellulaire commençait tout juste à apparaître sur Terre. Et quand il arriva, il déplaça les miroirs de LIGO d'une distance 1000 fois plus petite que le diamètre d'un proton. C'est la mesure la plus précise jamais réalisée par un instrument humain. Depuis 2016, LIGO et Virgo ont détecté des dizaines de fusions de trous noirs. Chaque détection nous apprend quelque chose de nouveau sur la population des trous noirs dans l'univers. Leur masse, leur spin, leur distribution. Et chaque détection est un test supplémentaire de la relativité générale dans le régime le plus extrême possible. Et il y a quelque chose de profondément émouvant dans ces détections. Chaque onde gravitationnelle est un message. Un message envoyé il y a des millions ou des milliards d'années, par la collision de deux objets si denses que rien ne pouvait s'en échapper sauf la vibration de l'espace-temps lui-même. Ces messages ont traversé le cosmos pendant des éons. Et ils arrivent ici, sur une petite planète, captés par des instruments si sensibles qu'ils détectent des déplacements de la taille d'un proton, construits par des créatures qui ont appris à lire la géométrie de l'espace-temps. Quand la dernière étoile de l'univers se sera éteinte, quand la dernière planète aura refroidi, quand la dernière lumière visible aura été émise et décalée vers le rouge au-delà de toute détection, les trous noirs seront toujours là. Assis dans le noir, patients, massifs, silencieux, attendant. La fin du dernier trou noir se produira si loin dans le futur que les nombres perdent leur sens. Un trou noir de masse stellaire s'évaporera complètement en environ 10 puissance 67 ans. Un trou noir supermassif prendra 10 puissance 100 ans. L'univers aura vécu 10 puissance 100 ans avant que le dernier trou noir disparaisse dans un murmure de radiation de Hawking. Et quand ce dernier trou noir s'évaporera, la dernière structure complexe de l'univers aura disparu. Tout ce qui restera sera un gaz infiniment dilué de photons et de particules subatomiques, étalé sur un espace incommensurablement vaste, à une température si proche du zéro absolu que la différence n'aura plus de sens. Le silence sera total. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette fin, quelque chose qui ramène au début. La radiation de Hawking, ce filet de particules qui s'échappe lentement du trou noir au fil des éons, contient de l'information de tout ce qui est tombé dans le trou noir pendant sa vie. Les étoiles, les planètes, les nuages de gaz, les photons. Tout ça est encodé dans les corrélations subtiles de la radiation de Hawking. Quand le trou noir s'évapore complètement, toute cette information est finalement libérée, brouillée au-delà de toute reconnaissance pratique, dispersée dans un univers si vaste et si froid que personne ne sera là pour la lire. Mais présente, existante, conservée, l'univers garde tout, il n'oublie rien, l'information est immortelle. Elle peut être cachée, dispersée, brouillée, comprimée en un horizon des événements, cuisinée pendant des éons dans la radiation thermique d'un trou noir en train de mourir. Mais elle ne disparaît pas. Les lois de la physique ne le permettent pas. Il y a une profondeur vertigineuse dans cette idée. Tout ce que tu as fait, chaque mot que tu as dit, chaque pensée que tu as eue, est encodé quelque part dans l'état quantique de l'univers. Non pas comme un enregistrement lisible, pas comme un journal intime que quelqu'un pourrait retrouver, comme une trace dans la structure de la réalité, une empreinte quantique, indéchiffrable en pratique, indélébile en principe. Le trou noir, cet objet qui semble tout détruire, est en fait l'endroit où l'univers prouve qu'il ne détruit rien. L'horizon des événements est un voile, pas une tombe. L'information entre, l'information sort. Et entre l'entrée et la sortie, des éons s'écoulent, des civilisations naissent et meurent, des étoiles brûlent et s'éteignent, et le trou noir patiente, gardant ses secrets, les libérant un photon à la fois. C'est peut-être la leçon la plus profonde des trous noirs. Pas qu'ils détruisent, qu'ils gardent. Pas qu'ils effacent, qu'ils encodent. Pas qu'ils sont la fin, qu'ils sont le dernier coffre-fort de l'univers. Et nous, debout sur notre petite planète, tournant autour d'un soleil moyen dans une galaxie ordinaire dont le centre est un trou noir de 4 millions de masses solaires, nous avons appris à les voir. Avec des télescopes de la taille de la Terre, avec des détecteurs qui mesurent des vibrations plus petites qu'un proton. Avec des équations qui commencent dans le bureau d'un mathématicien français en 1796 et finissent dans un laboratoire de Cambridge en 1974 et une image publiée en 2019. L'histoire des trous noirs est l'histoire de l'esprit humain confronté à ses propres limites. Chaque fois que nous avons cru comprendre, l'objet nous a montré quelque chose de plus étrange. La singularité a brisé nos équations. Le paradoxe de l'information a mis en conflit nos deux meilleures théories. L'horizon des événements a montré que le temps lui-même a une frontière, et le principe holographique a suggéré que l'espace n'est peut-être pas fondamental. Chaque étape de cette histoire est un rappel. Le monde n'est pas ce qu'il semble. La réalité est plus profonde, plus étrange et plus belle que ce que nos sens nous montrent. Et les trous noirs, ces prisons de lumière, ces tombes d'étoiles, ces machines à briser la physique, sont les endroits où cette vérité est la plus visible. Laplace l'a entrevue depuis Paris en 1706. Schwarzschild l'a formalisée depuis les tranchées en 1916. Penrose l'a prouvée en 1965. Hawking l'a rendue paradoxale en 1974. Bekenstein l'a mesurée en 1972. Carter l'a étudiée depuis Meudon.
l'IRAM l'a photographié depuis Grenoble. Et Virgo l'a entendu depuis la campagne toscane, avec des miroirs construits par des équipes du CNRS. L'histoire n'est pas finie. La théorie de la gravité quantique n'existe pas encore. La singularité attend toujours son explication. Le paradoxe de l'information est en train d'être résolu, mais n'est pas clos. Et les trous noirs, patients, massifs, silencieux, gardent leurs secrets derrière des horizons que personne ne franchira jamais. Mais nous les regardons, nous les écoutons, nous les mesurons. Et chaque mesure nous rapproche un peu plus de la vérité sur ce qu'ils sont, ce qu'ils cachent, ce qu'ils nous disent sur l'univers dans lequel nous vivons. Quelque part en ce moment même, une étoile massive est en train de mourir. Son cœur de fer s'effondre. La pression de radiation s'éteint. La gravité gagne. En moins d'une seconde, un nouvel horizon des événements se formera. Un nouveau trou noir naîtra. Et l'espace-temps autour de lui se courbera, se tordra, s'enroulera sur lui-même, comme la surface d'un lac en train de geler autour d'un caillou qu'on y a jeté. Personne ne le verra. L'horizon des événements est invisible. La lumière ne s'en échappe pas. Mais l'univers le saura, parce que l'univers garde tout. Chaque bit d'information, chaque configuration quantique, chaque photon qui a touché la surface d'un horizon et rebondi vers l'infini ou qui a plongé vers la singularité et ne reviendra pas. L'univers garde tout, même toi, même cette pensée, même ce moment. La prochaine fois que tu regarderas le ciel par une nuit sombre, depuis un champ loin des lumières de la ville, quelque part en Bretagne ou dans le Vercors ou au milieu de la Beauce, et que tu verras la bande de la Voie lactée s'arquer au-dessus de toi, souviens-toi de ceci. Au centre de cette arche, caché derrière des nuages de gaz et de poussière, invisible à tout télescope optique, il y a un objet de 4 millions de masses solaires. Un objet où le temps s'arrête. Un objet dont rien ne s'échappe. Un objet qui tourne, silencieusement, depuis avant la naissance de notre système solaire. Et tu tournes autour de lui. En ce moment, à 220 km par seconde, emporté par la galaxie dans sa lente valse autour du centre. Tu tournes autour d'un trou noir. Et le trou noir, dans sa manière discrète, patiente, mathématiquement inévitable, tourne aussi, entraînant l'espace-temps avec lui, courbant la lumière, dilatant le temps, gardant ses secrets. Attendant, l'horloge tourne, sauf au centre. Au centre, elle s'est arrêtée il y a longtemps.